Le 18 mars 1977, à 14h30, un commando suicide entre dans la résidence officielle du président Marien Ngouabi à Brazzaville. Quelques secondes plus tard, le chef de l'État marxiste le plus redouté d'Afrique centrale est mort. Un seul homme est officiellement désigné coupable, l'ancien président Massamba Deba, exécuté une semaine après, sans réel procès. 100 témoins qui survivent longtemps. Et depuis ce jour-là, près de 50 ans, personne n'a pu répondre à une seule question simple. Pourquoi Ngouabi est-il mort exactement 10 jours après que des milliers de rebelles ont envahi la province du Chaba au Zaïre depuis l'Angola? Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est ce que les témoins ont dit, ce que les documents déclassifiés de la CIA révèlent, et ce que la chronologie froide, implacable, suggère sur un homme qui en savait peu, être trop sur son voisin de l'autre côté du fleuve Congo. 2 hommes, un fleuve, un siècle de trahison. Il y a une image qui résume tout. 2 présidents africains, 2 rives du même fleuve Congo. À peine 400 mètres d'eau entre eux. D'un côté, Mobutu Sese Seko, Zaïre, pro-occidental, appuyé par Washington, la Belgique, la France. Un homme qui fait fondre l'or de son pays dans ses coffres en Suisse, pendant que les enfants meurent dans ses hôpitaux. De l'autre, Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville, marxiste-léniniste, premier État officiellement communiste d'Afrique subsaharienne, formé à Saint-Cyr, bègue discret. Lecteur de Lénine dans une Afrique où Lénine était une arme, 2 idéologies opposées, 2 blocs de la guerre froide incarnés dans 2 corps, 2 bureaux présidentiels, face à face, dans la chaleur équatoriale. Et pourtant, c'est là où l'histoire devient intéressante. Ces 2 hommes se rendaient des services que ni Washington ni Moscou n'auraient approuvés. Des services qui impliquaient des corps livrés, des opposants échangés comme des marchandises, et un équilibre de la terreur maintenu non pas par des missiles, mais par des secrets mutuels tellement lourds que celui qui parlerait le premier mourrait. Ngouabi a parlé en dernier, ou peut-être n'a-t-il pas eu le temps de parler du tout. C'est ce qu'on va explorer. L'homme qui voulait changer l'Afrique, Ngouabi, l'enfant de cuvette. Marien Ngouabi naît le 30 et 1 décembre 1938 à Ombélé, un village dans le département de la Cuvette, en pays Kouyou. Famille modeste, enfant du nord d'un pays gouverné depuis le sud, de 1947 à 1953, il fait ses études primaires à Ouando. Le 14 septembre 1953, il entre à l'école des enfants de troupe Général Leclerc à Brazzaville. En 1957, il est envoyé à Bouar, en Oubangui-Chari. Il fait ses armes. Tirailleur en 1958, 1960 au Cameroun, puis l'école militaire préparatoire de Strasbourg en France, puis l'école interarmes à Coëtquidan-Saint-Cyr en 1961. Il rentre en 1962 comme sous-lieutenant. En 1963, il est promu lieutenant. En 1965, il crée le premier bataillon de parachutistes de la République du Congo. Un militaire brillant, mais un homme à l'idéologie tranchante, qui refuse de se soumettre à la hiérarchie quand elle contredit ses convictions. En avril 1966, il est rétrogradé au rang de soldat de 2e classe pour avoir refusé une mutation à Pointe-Noire. Un geste de rébellion qui lui coûte cher, mais qui lui gagne aussi une réputation. Le 29 juillet 1968, le président Massamba Deba le fait arrêter. 2 jours plus tard, le 30 et 1 juillet 1968, les soldats de la défense civile le libèrent de force. Le mouvement est lancé. Le 5 août 1968, le Conseil national de la Révolution est créé. Avec Ngouabi à sa tête, Massamba Deba résiste. Mais le 4 septembre 1968, il démissionne sous la pression du CNR. Le 1er octobre 1968, Ngouabi est promu commandant. Ce grade, il le gardera jusqu'à sa mort. Le 31 décembre 1968, le CNR devient formellement la plus haute autorité du pays. Ngouabi prend la présidence. La mécanique du pouvoir. Trahison, troc et terreur réciproque. Section 1, l'affaire Mulele, septembre-octobre 1968. Il faut comprendre qui est Pierre Mulele pour comprendre ce qui se passe en septembre 1968. Pierre Mulele est un homme politique congolais né le 11 août 1929 à Izulu-Matande, dans la province du Bandundu.
ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Patrice Lumumba après l'indépendance du 30 juin 1960, formé militairement en Chine populaire, il a lancé une rébellion armée dans la région du Kwilu en 1964, la rébellion dite des Maïs, qui a failli renverser le pouvoir central. En 1968, défait épuisé, Mulele est en bout de course. Le 12 septembre 1968, il embarque dans une petite pirogue avec Léonie Abo, sa compagne, et Joseph Makinda. Destination, Brazzaville. Il arrive le 13 septembre 1968. La gendarmerie congolaise le place immédiatement en résidence, surveillé au camp de la milice. Le lendemain, le 14 septembre 1968, il a un entretien avec le président Marian Gwabi. C'est là que l'histoire commence à se compliquer. Les jeunes officiers du CNR, les nouveaux maîtres du Congo-Brazzaville, ne veulent pas de Mulele sur leur territoire. Trop compromettant, trop visible, trop marxiste, lumumbiste, dans un contexte où le régime de Ngouabi cherche à normaliser ses relations régionales. La pression monte. Le 27 août 1968, avant même l'arrivée de Mulele, le Premier ministre Alfred Raoul reçoit une délégation de lumumbistes réfugiés au Congo. Ces derniers s'opposent à tout transfert de Mulele vers Kinshasa. Ils savent ce qu'il attend là-bas. Et c'est là que le témoignage de M. Mukulu Bondou Félix, entendu plus tard par la Commission nationale souveraine, devient une pièce à conviction. Raoul déclare ce jour-là, selon ce témoignage, « Nous avons déjà décidé que Mulele devra partir. Demain, Bomboko viendra pour conclure des accords concernant sa rentrée au pays. Mobutu nous a donné sa parole d'honneur. » Mobutu a donné sa parole d'honneur. C'est la formule clé. Et ce qu'elle va valoir dans les jours suivants, l'histoire va nous le montrer. Le 28 septembre 1968, Justin-Marie Bomboko, ministre des Affaires étrangères de Kinshasa, arrive à Brazzaville. Il signe avec les autorités congolaises un accord secret qui garantit la sécurité de Mulele et de ses compagnons. Il sort de l'audience avec Ngouabi et déclare publiquement « L'amnistie générale décrétée à Kinshasa par le général Mobutu est valable pour tous. Nous accueillons donc M. Mulele en frère. Notez quelque chose. Mobutu est à Rabat, au Maroc. Il n'est pas à Kinshasa. Ses généraux gèrent le dossier. Un télégramme lui est envoyé. Et selon le témoignage du chargé d'affaires à Kafomo, entendu par la CNS, le général Bobozo, lors de la réunion du comité directeur, déclare « De gré ou de force, Mulele doit être ramené ici ». Le 29 septembre 1968 à 11h, Bomboko offre une réception somptueuse sur le yacht présidentiel que Mobutu a mis à sa disposition. Tout Brazzaville y assiste, Mulele compris. L'après-midi, le yacht met le cap sur Kinshasa. À son bord, Pierre Mulele, Léonie Abo, Joseph Makinda, Théodore Kabamba, Zénon Mibamba. Ce soir-là, Mulele et sa femme dorment dans la résidence privée de Justin Bomboko. 3 jours durant, des dizaines d'amis viennent le saluer. Et les noms de chacun d'eux sont soigneusement enregistrés par les militaires de garde. Une liste pour l'avenir. Un ami d'enfance, Germain Mouefou, lui glisse à l'oreille. À l'extérieur, nous entendons des rumeurs disant que l'on va te tuer. La situation est grave, il faut que tu prennes la fuite. Mulele répond, et cette réponse est restée dans l'histoire. Je ne suis pas allé à Brazzaville pour arriver à Kinshasa. Il y a eu un changement là-bas, et cela m'a amené ici. Il y a 3 choses. La naissance, la vie et la mort. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai semé les bonnes graines, elles ne sont pas tombées sur les rochers, mais dans la bonne terre. J'attends maintenant mon dernier jour. C'est la parole d'un homme qui sait. Le 2 octobre 1968 à 17h, les officiers avaient attendu le retour de Mobutu du Maroc pour recevoir ses instructions. Mulele, sa sœur Thérèse, Abo et Mibamba sont conduits vers la prison dans l'enceinte du camp militaire Kokolo. Dans la nuit du 2 octobre, les militaires commencent à torturer Mulele et Benjila. Ce qui se passe dans cette prison cette nuit-là est si brutal que même les sources qui le documentent peinent à le transcrire complètement. Il est tué, vivant, à petits morceaux. Ses restes sont immergés dans le fleuve. À Brazzaville, quand la nouvelle arrive, le choc est total. Ngouabi, qui s'était porté garant de Mulele, qui avait laissé Bomboko l'emmener sous couvert d'amnistie, rompt les relations diplomatiques avec Kinshasa. Officiellement, Ngouabi a été trompé. Il ne savait pas. Mais les sources sont plus nuancées. La Commission nationale souveraine du Congo-Brazzaville a entendu les témoins. Ses conclusions sont claires.
Les jeunes officiers du CNR voulaient que Mulele parte. Ngouabi le savait, et les lumumbistes qui ont averti en vain que c'était un guet-apens, ils n'ont pas été entendus, pas par accident. La parole d'honneur de Mobutu. Ça vaut ce que ça vaut. La CIA dit ce qu'elle sait, juin 1970. Revenons à Mobutu. Après l'affaire Mulele, les relations entre les deux Congos sont officiellement rompues. Mais Mobutu ne s'arrête pas là. En mars 1970, un événement crucial se produit. Le lieutenant-général Pierre Kinganga, en exil à Kinshasa, depuis son prétendu coup de juin 1969, débarque à Brazzaville à la tête d'un commando armé. Son objectif ? Renverser Ngouabi. Son commando tente de prendre la radio nationale. Il est abattu avec ses hommes. Les corps restent exposés longtemps devant le bâtiment de la radio nationale. Ngouabi, après l'événement, dénonce publiquement l'implication de Mobutu et de la CIA. Et voilà où un document déclassifié entre en jeu. Le National Intelligence Surveillance Air, un document de la CIA accessible aujourd'hui via la loi américaine sur l'accès à l'information, le FOIA mentionne explicitement, en juin 1970, l'implication de Kinshasa dans ce que le document qualifie de 2 tentatives avortées de renverser le régime gauchiste de Ngouabi à Brazzaville. 2 tentatives. Les 2 documentées. Les 2 liés à Kinshasa. Un document institutionnel américain qui confirme que Mobutu finançait activement des coups d'État contre son voisin marxiste. Et pourtant, c'est là l'ironie à la même période, ces 2 hommes maintiennent des canaux discrets. Des ambassadeurs circulent dans l'ombre, des dossiers s'échangent. Le troc de 1973, Diawara, paie pour Mulele. Le 22 février 1972, un homme tente un coup d'État contre Ngouabi depuis l'intérieur. Ange Diawara, ancien vice-président du CNR, figure de la gauche révolutionnaire congolaise, prend la tête du mouvement du 22 février, dit Me22. Il échoue. Il prend le maquis. Pendant plus d'1 an, il mène une guérilla dans la forêt autour de Brazzaville, dans la région de Gomatsé, et puis, en avril 1973, les maquisards sont capturés. Pas en forêt, à Kinshasa. Selon le Congopage, et confirmé par plusieurs sources diaspora, les leaders du M22 ont été arrêtés au Zaïre par les forces de sécurité de Mobutu, alors qu'ils tentaient d'y fuir après leur revers militaire. Mobutu les a livrés à Ngouabi. La Commission nationale souveraine du Congo-Brazzaville, la CNS, a été explicite là-dessus. Ce dernier pays a réclamé en 1972 à Mobutu la livraison de Diawara en compensation du service qui lui avait été rendu en 1968 lors de l'affaire Mulele. Tu comprends ce qui se passe ici. En 1968, Ngouabi livre Mulele à Mobutu. Mobutu le tue. En 1973, Mobutu livre Diawara à Ngouabi. Ngouabi le tue. 2 dictateurs idéologiquement opposés. Un accord tacite sur le dos de leurs opposants respectifs. Un troc sanglant qui n'a jamais fait l'objet d'un traité signé, d'une conférence de presse, d'un communiqué officiel. Juste 2 poignées de main au-dessus du fleuve et des corps qui disparaissent. Le 24 avril 1973, les corps de Ange Diawara, Ikoko et Bakekolo sont promenés à travers Brazzaville. Ngouabi en personne les exhibe au Stade de la Révolution lors d'un meeting populaire. L'image choque la population congolaise dans sa sensibilité culturelle profonde. On ne traite pas les morts comme ça, pas même les ennemis. Mais pour Ngouabi, le message est politique. Je suis invincible, personne ne me renverse. L'Angola, la guerre par procuration. En janvier 1975, les accords d'Alvor signent l'indépendance programmée de l'Angola portugais. Ce qui suit est le théâtre parfait de la guerre froide africaine. 3 mouvements se disputent l'Angola. Le FNA de Holden Roberto, le MPLA d'Agostinho Neto et l'UNITA de Jonas Savimbi. Holden Roberto et Mobutu sont proches, familiaux même. Le FENLA opère depuis la frontière zaïroise, Mobutu y envoie des soldats et des armes. La Chine aussi appuie le FNALA, ce qui donnera l'une des images les plus étranges des années 1970. Mobutu, en 1974, visite Pékin, revient avec une veste Mao, parle de radicalisation de la révolution zaïroise, tout en restant l'allié numéro 1 de Washington en Afrique centrale. De l'autre côté du fleuve, Ngouabi appuie le MPLA. En novembre 1975, le MPLA proclame l'indépendance angolaise, prend Luanda avec l'appui des troupes cubaines et l'emporte. Mobutu a perdu son pari angolais.
le MPLA est au pouvoir à Luanda. Et ce MPLA commence à armer et entraîner les anciens gendarmes katangais, ces combattants qui avaient quitté le Zaïre après leur défaite dans les années 1960 et qui se trouvaient maintenant sur le territoire angolais. Leur nom de guerre, le FNLC Front National pour la libération du Congo. Shaba 1er 1977 est la coïncidence qui tue le 8 mars 1977. Le FNLC lance une offensive à 3 branches depuis l'Angola. Il envahit la province du Shaba, l'ancienne Katanga, au Zaïre. En quelques semaines, il contrôle plusieurs villes. La route ferroviaire vers les mines de cuivre de Kolwezi est coupée. Mobutu est en danger existentiel. Il appelle à l'aide. Des soldats marocains arrivent. Carter refuse d'envoyer des troupes américaines directement, mais soutient la logistique. 10 jours après le début de cette invasion, le 18 mars 1977, Marian Ngouabi est assassiné à Brazzaville. Laisse-moi répéter cette chronologie. 8 mars 1977, invasion du Shaba depuis l'Angola, territoire que le Mepela contrôle, Mepela que Ngouabi avait soutenu depuis Brazzaville. 18 mars 1977, Ngouabi meurt. 10 jours. Les commanditaires de l'assassinat du 18 mars 1977 n'ont jamais été formellement identifiés. Ce qu'on sait, à 14h30, un commando suicide pénètre dans la résidence présidentielle. Le capitaine Barthélemy Kikadidi est désigné comme chef de ce commando le lendemain par la nouvelle junte. L'ancien président Massamba Deba est accusé, jugé sommairement, exécuté dans la semaine. La vitesse de ces exécutions, sans procès transparent, sans témoins protégés, sans archives publiques, a été notée par tous les observateurs. La journaliste Colette Breckman, une des meilleures connaisseuses de la région, a publiquement mentionné une probable coopération entre Kinshasa, Washington et Paris pour éliminer Ngouabi, sans en avoir la preuve formelle. Ce qui est documenté, Ngouabi avait refusé de collaborer avec les autorités françaises qui souhaitaient exercer un contrôle sur la région de Cabinda, l'enclave pétrolière angolaise dont Elf voulait les revenus. La France avait des intérêts directs. Elf avait des contrats. Et Ngouabi était le seul obstacle régional crédible à une reconfiguration de ses intérêts. La question que les archives n'ont pas encore répondu, est-ce que Ngouabi avait commencé à négocier avec Mobutu dans les jours précédant l'invasion du Shaba? Est-ce qu'il cherchait à se désengager de l'aventure angolaise, qui le compromettait? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est mort sans avoir parlé. 400 mètres d'eau entre deux capitales. Assez pour croire qu'on est à l'abri. Pas assez pour empêcher les commandos de traverser, les corps d'être échangés, les secrets de circuler. L'histoire de Marian Ngouabi, c'est enfin peu être l'histoire de ce que les archives n'ont pas encore dit. Il est mort le 18 mars 1977 à 38 ans. 10 jours après le début d'une invasion qui impliquait ses alliés angolais, 48 ans plus tard, les archives françaises de l'époque, celles du SDS, ancêtres de la DGSE, ne sont pas entièrement déclassifiées. Les archives congolaises de Brazzaville ne sont pas numérisées. Les dépositions complètes de la cour martiale de 1977 ne sont pas publiques. Ce qu'il savait sur Mobutu, il l'a emporté avec lui, ou quelqu'un s'est assuré qu'il ne parle pas.